Le travail qui a été fait par la Commission est pour moi absolument admirable, remarquable. 150 heures d'audition, 90 personnes auditionnées, des responsables politiques de premier plan. Pour la plupart ne sont pas vraiment sortis grandis des auditions. Vous pensez à François Hollande, par exemple ? On en parlait. Bon, Joker. Mais si, vous pouvez en parler. Ça vous trouvez que c'est la pire prestation ? Oh non, alors, il y a compétition, là. Hein. Avec qui ? Comme disait Chateaubriand, il faut être avare de son mépris pour le grand nombre des nécessiteux. Donc, et qui étaient les nécessiteux, en l'occurrence ? Vous avez eu Jospin, vous avez eu François Hollande, vous avez eu... je pense que notre Premier ministre a été... pas à la hauteur qu'on attend. Elisabeth Borne ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens, mais on ne va pas faire l'inventaire. Pour moi, ce qui m'importe dans cette chose-là, c'est le travail qui a été fait, l'analyse de fond qui a été réalisée, le rapport qui est rendu et qui à la fois analyse le problème et fait un certain nombre de propositions. Alors on va y revenir. Le cœur du problème, quand on lit le rapport, c'est quand même François Hollande et quand même Emmanuel Macron, sinon on croit le texte en tout cas. Le problème principal, c'est cet objectif négocié par le PS et les Verts de 2011 qui a été de limiter la part du nucléaire à 50% de la production électrique. Ça remonte à plus loin. Hein. L'arrêt de Superphénix dans la fin des années 90, c'est quand même pas une réussite. Je pense on rappelle ce qu'était Superphénix. Superphénix, c'était grosso modo ce qui correspondait à plusieurs décennies d'investissement du citoyen français pour une stratégie qui consiste à fermer le cycle nucléaire. Fermer le cycle nucléaire, ça veut dire à la fois gérer le problème des déchets et gérer le problème de la ressource, c'est-à-dire transformer les déchets en ressources. C'est quasiment le renouvelable à l'état pur et concentré. Et d'arrêter ça pour un petit arrangement politique. C'est pour ça que pour moi, Lionel Jospin rentre dans la catégorie des best-of. Je pense que fondamentalement, on peut comprendre ça chez un homme politique, pas chez un homme d'État. Yves Bréchet, justement, ce que dit le rapport, c'est qu'avec l'abandon de Superphénix en 1998 par Lionel Jospin, la filière nucléaire a perdu une partie de son avance dans la recherche de pointe. Est-ce que vous êtes d'accord ? Tout à fait. Tout à fait. Et c'était reparti de manière à peu près saine avec le programme Astrid, qui redynamisait. On y reviendra si vous voulez. Oui, mais on peut expliquer ce qu'était le programme Astrid. Le programme Astrid, c'était une relance de l'étude des réacteurs à neutrons rapides avec un nouveau concept. C'était toujours refroidi au sodium, mais avec une nouvelle manière de concevoir les cœurs. Et c'était un projet qui était commun entre les Français et les Japonais. Les Japonais se sont trouvés en rase campagne du jour au lendemain, et on a arrêté ça par des logiques de chef comptable. C'est-à-dire ? Grosso modo, au lieu de dire de quoi on a besoin dans ce pays pour pouvoir avoir un nucléaire qui est durable, voire décider d'en sortir le moment venu, eh bien on s'est mis dans une situation où on se prive d'une ressource qui est l'uranium appauvri, on se prive de la possibilité de fermer le cycle, c'est-à-dire grosso modo on se met dans une situation où le nucléaire meurt sous ses propres déchets. Je crois que c'était parfaitement conçu et pensé comme tel. Je pense que le drame du nucléaire, c'est que les gens qui veulent le tuer le connaissent mieux que les gens qui prétendent le défendre. C'est la première fois que j'entends ça. Qui sont les gens qui veulent le tuer et qui sont les gens qui veulent le défendre ? Il y a toute une idéologie qui veut le tuer, une idéologie technophobe, une idéologie sciençophobe, une idéologie relativiste. Alors, il y a avec l'embarras du choix là, de ce côté-là. Et puis elle s'incarne dans un choix existentiel d'exister pour l'écologie politique qui est d'être anti-nucléaire. Alors qu'il pourrait faire autre chose. Vous faites crédit à ces précisément, vous faites crédit à ces écologistes de bien connaître le secteur nucléaire, de mieux le connaître en tout cas de ceux qui défendent. Je voudrais vous entendre d'ailleurs sur ce qu'a dit cette députée sur le plateau de nos confrères et consoeurs de la chaîne parlementaire. Il y a deux choses qui peuvent mettre un terme à la vie sur Terre. Le réchauffement climatique et le nucléaire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le nucléaire, une catastrophe nucléaire, et donc croire que l'une va sauver l'autre et relève de l'imposture. Il y a, à un moment donné, ce n'est pas de l'imposture intellectuelle. Moi, je suis inquiète. Vous comprenez cette inquiétude ? J'ai le choix entre la bêtise et l'incompétence à ce niveau-là. C'est hallucinant. On confond le nucléaire civil et le nucléaire militaire, et on confond un danger hypothétique.
quand même eu 3 accidents nucléaires au grand total dans toute l'histoire du nucléaire. Ils n'ont pas été anodins quand même. Ils n'ont pas été anodins, mais comptez le nombre de morts et comparez ça au nombre de morts que vous avez dans les mines de charbon, vous comprendrez tout de suite le problème. Donc vous avez eu 3 accidents nucléaires, c'est une des industries les mieux surveillées au monde, et le problème du réchauffement climatique, c'est quand même quelque chose qui est un tout petit peu plus inquiétant que les centrales nucléaires. Je veux dire, c'est juste pathétique de dire des choses comme ça. Est-ce que, quand je dis qu'il y a des gens là, qui connaissent... ce qui est récusé, c'est que le nucléaire pourra aider à lutter contre le réchauffement climatique. Mais j'y peux rien, moi. La quantité de CO2 émise par kilowattheure produit par le nucléaire est beaucoup plus faible que la plupart des autres, alors que de toutes les énergies fossiles, sans problème, et d'un certain nombre d'énergies renouvelables. Bon, si madame ne sait pas compter, c'est pas à mon âge que je vais lui apprendre, c'est pas mon métier. On sent le polytechnicien. Le rapport qui vous suit aussi sur un point, c'est l'incurie des décideurs. Vous pointez d'ailleurs surtout celle des cabinets ministériels. Alors, c'est quelque chose que je trouve assez grave. Je ne pensais pas être confronté à cette chose-là. Bon, que les ministres ne sachent rien, ça, à la limite, on s'y habitue, voire on s'y attend. Que les conseillers des ministres soient pas forcément en état de les conseiller sur des sujets qu'ils ne connaissent pas très bien, ça, c'est une autre question. Mais que, connaissant et comprenant les problèmes, ils choisissent de ne pas donner l'information qu'ils ont comprise parce que ça nuirait à leur carrière, parce qu'ils n'arrivent pas, ça ne permettrait pas de caresser le ministre dans le sens du poil, ça, je n'admets pas. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a eu un problème de carriérisme chez certains conseillers qui a fait que on arrive à la situation qui est celle qu'on a actuellement. Je l'affirme, mais par contre... Vous avez des exemples ? Non, j'ai le choix. Mais alors justement, choisissez, piochez. Ce que je veux simplement dire, des exemples, savoir avoir entre les mains un rapport comme le rapport Collet-Billon d'Escata qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire grosso modo ce qu'on est en train de découvrir tout de suite. L'avoir eu il y a 5 ans et l'avoir fait enterrer, c'est juste moyen. Qui a fait enterrer ce rapport ? Qui a fait enterrer ce rapport ? C'est une des choses que j'ai apprises, c'est que l'immunité qui touche la présidence de la République est aussi contagieuse et touche aussi ses conseillers. Donc je vous demande simplement d'aller chercher qui étaient les conseillers à ce moment-là. Et c'était sous François Hollande ? Non, c'était sous Emmanuel Macron. On va y revenir également. Donc vous avez ça. Mais le problème, je ne veux pas être totalement négatif en ce sens que, certes, j'ai vu des conseillers qui ne faisaient pas leur travail de conseiller et sûrement pas leur travail de citoyen. J'en ai vu qui le faisaient bien. Et ce n'était pas forcément des ingénieurs. J'ai vu d'excellents conseillers qui étaient des édarques, qui ne connaissaient pas la science, mais qui savaient qu'elle était importante et qui ne vous lâchaient pas la grappe tant que vous n'aviez pas expliqué clairement ce que vous vouliez dire. Et ceux-là, ils sont juste excellents. C'est ceux-là qui sont très bien. Le pire, c'est les pseudo-conseillers qui font semblant d'avoir une formation d'ingénieur. Il y a un autre facteur qui a été soulevé par le rapport, et moi que j'ai découvert, là, c'est la guerre fratricide entre Areva et EDF, Lauvergeon versus Proglio. Oui, ça effectivement. Mais je n'étais pas encore en fonction à ce moment-là. Vous étiez, à l'époque, vous étiez haut commissaire à l'énergie atomique. Non, je n'étais pas encore en fonction. Vous n'étiez pas encore. Mais est-ce que on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé entre EDF et Areva ? Ça, je ne sais pas très bien. C'est un monument-mélange entre les conflits d'ego, les luttes de pouvoir. Je pense que c'est totalement malsain et j'espère qu'on en sort. Je pense qu'on en est sorti, au moins progressivement. Je veux dire, je crois que toute la filière nucléaire a compris qu'il devait ramer dans la même direction et de le faire efficacement. Le rapport donc, préconise la sortie du marché européen de l'électricité, l'AREN. Vous approuvez ? J'ai jamais bien compris. Vous savez, je suis un pauvre scientifique. On peut rappeler d'ailleurs ce que ce mécanisme... Je suis un pauvre scientifique, mais quand on me dit qu'on va racheter à bas prix une énergie qu'on va pouvoir donner à des concurrents d'EDF pour qu'ils puissent la revendre plus cher et qu'on m'explique, sans rigoler, que c'est une manière de garantir les tarifs, sachant que ces gens-là n'ont jamais produit le début d'un commencement d'électrons, en tant que scientifique, j'ai un peu du mal à comprendre. Il y a sûrement des économistes savants qui m'expliqueront que c'est très bien. Moi, je ne sais pas. On peut rappeler, justement, parce que ça paraît effectivement assez invraisemblable, le mécanisme. En quoi consiste ce mécanisme de l'AREN ? Écoutez, je pense que je préférerais vous répondre sur des questions techniques que je maîtrise plutôt que des questions économiques que je ne maîtrise pas. C'est une question de principe dans mon mode de fonctionnement. Mais quand même, ça consiste, donc, comme vous le disiez, on produit une électricité moins chère qu'on vend à des concurrents européens d'EDF
une électricité produite par EDF. Là, l'idée, c'était on savait que l'énergie nucléaire était, à l'époque, plutôt un avantage concurrentiel. Et pour éviter que cet avantage concurrentiel ne soit trop évident, on s'est dit il va falloir donner accès à cet avantage concurrentiel à l'ensemble des pays européens. Pourquoi pas, mais on pourrait imaginer ça à condition que ça permette de développer des nouveaux moyens de production. C'est ce que ça n'a pas fait. Alors, donc c'est en sens que je ne comprends pas. Moi, je fais partie, vous savez, je ne vais pas vous faire mon coming out marxiste, mais je fais partie des gens qui pensent qu'on crée de la richesse, dans un pays quand on transforme de la matière en produit en passant par de l'énergie et du travail. Non, et c'est ça qui me permet Et tant qu'il n'y a pas ça, pour moi, on est dans une situation qui marche sur la tête. On ne laissera pas aux marxistes le monopole de ce mécanisme. Le rapport préconise la sortie du marché européen de l'Arenh. Il pointe un autre problème. Si aujourd'hui on ne fait rien, il parle de mur énergétique. C'est quoi ce mur énergétique ? À force d'avoir procrastiné pendant des années, je veux dire, le parc électronucléaire, il faut le remettre en état, il faut le remplacer. Et je veux dire, ça prend du temps. C'est ça le mur énergétique. Et maintenant... On risque quoi, des blackouts ? Ah bah oui, évidemment. J'avais même rendu un rapport là-dessus. Un blackout massif en France, ça fait plusieurs milliers de morts quand même. Je veux bien qu'on en plusieurs milliers de morts. Ah oui, c'est à peu près ça. Mais ça vous fait des morts, non pas... Ça, on pourrait expliquer ça à la dame en question. Ça vous fait des morts, non pas parce qu'on a un blackout partout. Ça peut vous faire des morts parce que vous avez un blackout qui touche en particulier les gens qui sont les électrosensibles. Non, les gens qui sont électrosensibles. Ouais. Non, pas qui sont électrosensibles, mais les gens qui dépendent électrodépendants. Les gens qui ont des respirateurs chez eux, les gens qui ont des dialyses. Alors, EDF est créé pour pouvoir amener ces gens-là à l'hôpital. OK, mais il n'est pas créé pour amener ces gens-là à l'hôpital si c'est toute une région qui est en panne. Il y a... un tas de propositions qui sont faites par le rapport, c'est très intéressant et j'invite les internautes vraiment à les regarder. Elles sont toutes pensées, je dois dire, c'est assez remarquable. Il y en a une qui est de relancer donc, la construction d'un démonstrateur de type Astrid d'une puissance potentiellement plus modeste pour attraper le retard accumulé pendant 30 ans et à continuer à développer la recherche associée sur le cycle du combustible. C'est celle-là qui vous paraît prioritaire ? Celle-là me semble essentielle, parce que c'est ce qui permet de construire dans la durée. Mais je pense qu'il faut arrêter de faire des prototypes de machins, de trucs et de bidules. À un moment, il n'y a que dans les ministères qu'on s'imagine qu'on sait faire quelque chose tant qu'on ne l'a pas construit. Je veux dire, on est dans une situation où il n'y a pas besoin de faire une étude de plus pour faire Astrid. Il y a besoin de construire avec des industriels, de mobiliser une industrie. Par contre, il y a besoin de faire des études pour le cycle du combustible qui va avec. Et ça, de façon à pouvoir passer d'une construction du cycle qui est artisanale à une construction du cycle qui deviendrait industrielle. Yves Bréchet, avant d'aller plus loin dans les propositions, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Écoutez, quand la crise pétrolière est arrivée en 1973, on aurait pu baisser les bras et se dire il n'y a rien à faire. À l'époque, vous aviez un président de la République qui était un grammairien, qui était pas un scientifique, mais qui est quelqu'un qui savait que la science était importante et qui avait suffisamment de modestie pour savoir qu'il ne savait pas tout. Vous aviez son Premier ministre, M. Messmer, qui était juriste et ancien légionnaire, qui n'était pas un ingénieur non plus. Avec ces gens-là, vous aviez l'homme de l'ombre, à l'époque, c'était Bernard Eisenberg, qui lui était un grand ingénieur. Et vous aviez à la tête de la filière électronucléaire, vous aviez Marcel Boiteux, qui est le prototype du très grand serviteur de l'État. Vous aviez Michel Hugues, qui est mort il y a quelques années sans que personne ne le remarque. Vous aviez Jean-Marc Lény, qui est aussi décédé, qui était le patron de Framatome. Vous aviez tous ces gens-là qui se sont mis ensemble pour faire avancer les choses. Moi, ce que j'ai à dire à la génération qui monte, c'est qu'on peut refaire la même chose, mais on peut refaire la même chose si vous redressez vous retroussez vos manches et que vous vous mettez au boulot. Je veux dire, je ne suis pas dans la catégorie défaitiste et fataliste. Donc on se retrousse les manches, on fait quoi ? On se retrousse les manches, on fait quoi ? Vous avez les usines de Framatome qui sont en état de marche, qui fonctionnent. Vous avez un certain nombre de centrales qui sont vieillissantes, qu'il faut remplacer un certain nombre de pièces, il faut vérifier un certain nombre de choses. Mais ça, il faut le faire. Est-ce qu'on a été un petit peu trop prudent en arrêtant des centrales où on avait constaté des fissures ou des micro-fissures ? Alors, encore une fois, je n'ai pas l'habitude de me prononcer sur des dossiers que je n'ai pas lus en entier dans le détail. Je me dis... Vous êtes un homme de l'art, donc c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Non, mais ce que je sais de ces dossiers-là font que les fissures qui avaient été identifiées, je ne parle pas des toutes dernières, mais les fissures qui avaient été identifiées étaient des fissures relativement courtes, qui n'avaient aucune espèce de chance de se propager de manière brutale. Donc ça veut dire qu'on pouvait parfaitement les réparer en tant que de besoin au fur et à mesure. Arrêter 9 centrales avant l'hiver avec un risque de blackout, pour moi ça veut dire ça, on a simplement, et c'est très profond, on a simplement oublié
la notion bénéfice-risque. C'est-à-dire on a oublié l'héritage des Lumières, on a oublié ce que nous disait Condorcet à propos de la vaccination. C'est-à-dire que pour le bien commun, il y a quelques risques qu'il faut savoir prendre et qu'il faut savoir évoluer. Ça, c'est une décision politique. C'est une décision politique. Il y a une autre proposition, en tout cas là c'est la loi énergie-climat qui dit qu'il faut de toute façon, étant donné notre retard et les problématiques, les risques de bilan énergétique qu'on a, il faut développer d'urgence de l'énergie renouvelable. Est-ce que, et en particulier de l'offshore maritime, est-ce que vous êtes de l'éolien maritime, est-ce que vous êtes d'accord? Je pense qu'on est en train de mourir, d'avoir des situations où on demande de répondre par oui ou non à des questions complexes et que la manière d'éviter la complexité, c'est dire oui et non en même temps. Alors, si vous êtes c'est ni donc, oui ni non... ce que je veux simplement dire, c'est au milieu. Il faut commencer par faire l'analyse correcte, c'est-à-dire de se dire dans les besoins électriques qu'on a, c'est-à-dire qui est lié à l'électrification de notre énergie, l'électrification de notre société, de notre industrie, quels sont ceux qui peuvent être délocalisés, quels sont ceux qui doivent être localisés. Déjà, ça c'est la première chose, qui doivent être centralisés. La deuxième chose, c'est de dire, pour ceux qui doivent être centralisés, quelle est la stabilité du réseau, comment est-ce qu'on assure la stabilité du réseau. Donc ça veut dire qu'il faut développer effectivement des énergies renouvelables, mais il faut les développer à mesure qu'on dispose des énergies, des moyens de stockage de ces énergies-là. J'y peux rien, moi, ces énergies-là sont intermittentes. Ça veut dire que si vous les mettez sur un réseau, ou bien vous mettez en face quelque chose qui est pilotable, qui va vis-à-vis de ces énergies-là, ou bien vous avez un mode de stockage. Ça veut dire qu'au lieu de se jeter d'un avion en disant « j'aurais bien tricoté le parachute avant de m'écraser au sol », ce qu'il faut, c'est analyser précisément, concrètement, les décisions à prendre et comment il faut le faire. Alors moi, je n'ai pas d'allergie, quelle qu'elle soit, sur les énergies renouvelables. Je dis, ça n'a pas de sens de les développer sans dire comment je les intègre. Si, ce sera ma dernière question, Yves Bréchet. S'il y a une mesure d'urgence qu'il fallait conseiller aujourd'hui au gouvernement, ce serait laquelle que vous conseillerez? La mesure d'urgence, pour moi, c'est de réanalyser les dossiers sérieusement. Ça, c'est une mesure d'urgence. On ne peut pas continuer comme ça en choisissant... C'est ce qui vient d'être fait. Oui, mais tout à fait. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Mais attendez, entre ce qui avait été fait, moi, ce rapport irremarquable, je pense que s'il y a une chose à faire vis-à-vis de ce rapport, c'est de s'assurer que les recommandations qui sont faites dans ce rapport sont suivies. C'est de s'assurer que le Parlement qui a produit ce rapport a un regard sur le suivi de manière annuelle, sur les suivis des recommandations qui ont été faites. Et à mon avis, là, on reviendra vers quelque chose qui est plus de la com, mais qui est vraiment le bien du pays.